Maintenant, on va aller explorer un peu le passé parce que les gars, en 2008, on a eu la crise financière qui a fait que beaucoup de complotistes de l'époque, ils sont passés complètement à côté d'une histoire qui s'est produite en Albanie qui révèle énormément de choses à propos du trafic d'armes de la CIA. OK? Alors, cette nouvelle date un peu, mais après tout ce qu'on a vu ensemble, cette information est passée sous les radars à l'époque à cause de la crise de 2008 et elle trouve toute sa place aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on se rappelle de ce qui s'est passé en Albanie en 2008. Cette explosion, donc elle est assez impressionnante, donc voilà. Et là, poum, voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, ça me rappelle l'explosion au Liban, là, qu'on avait vu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, là, c'est une autre caméra. Bah. Donc, et là, après, bon, vous avez compris l'idée, une gigantesque explosion. Elle a été entendue à 170 km. Cette nouvelle date, l'explosion de Gurdec en 2008 s'est produite le 15 mars 2008 à midi à Gurdec en Albanie, près de la capitale Tirana. Selon la version officielle, des experts en munitions américains et albanais se préparaient à détruire des munitions obsolètes par une série de petites explosions contrôlées, mais une chaîne d'événements a conduit à l'explosion simultanée de l'ensemble du stock. Les explosions ont tué donc... Écoutez, selon la version officielle, des experts en munitions américains et albanais. Américains et albanais. Qu'est-ce que les Américains font en Albanie? Ça, il faudra... Tu vois, depuis la guerre de Kosovo, ils s'y sont installés. Ils ont posé leur base et tout, et voilà. Et donc, maintenant, ils vont aller en Albanie. On n'est même pas capable de gérer nos poubelles à nous. On va gérer des poubelles militaires, carrément. Mais attendez, ça, c'est la couverture. Voilà, une chaîne d'événements a conduit à l'explosion simultanée de l'ensemble du stock. Les explosions ont tué 26 personnes et ont blessé plus de 300. Des centaines de maisons ont été démolies dans un rayon de quelques kilomètres autour du dépôt. Les explosions ont été entendues jusqu'à Skopje, la capitale macédonienne, à 170 km de là. Les efforts de nettoyage du site ont été achevés par les États-Unis. Encore les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas? En décembre 2012, donc 4 ans plus tard. Le programme a permis de retirer 3085 tonnes de munitions non explosées. Tonnes. 3085 tonnes non explosées et 146 500 pièces de munitions dangereuses. Okay, donc ça, c'était après l'explosion, où la majorité a explosé. Donc maintenant, imaginez qu'est-ce qu'il y avait avant. Cela dit, quand on creuse un peu plus, on découvre que l'usine qui avait été utilisée pour le reconditionnement des munitions chinoises vieillissantes vendues par l'Albanie à AEI Incorporated, une entreprise américaine chargée par le Pentagone d'apprivoiser l'armée afghane, selon cet article de Reuters. Approvisionné. Donc, Reuters, il nous dit ça. Donc, vous avez cet article de Reuters qui date de 2008, septembre 2008. D'accord? Et cet article-là, il vous donne toutes les informations. Donc, on va traduire un petit extrait parce qu'il y a des choses très bizarres qui se sont passées là. Cet article du 13 septembre 2008 est intéressant sur plusieurs aspects. Il évoque l'assassinat d'un ancien employé de l'usine, Kosta Trebitska, qui est devenu lanceur d'alerte concernant le trafic d'armes et la corruption gouvernementale. Voici quelques extraits. Le gouvernement albanais a déclaré vendredi, donc là je vous lis Reuters, ok? Le gouvernement albanais a déclaré vendredi qu'il enquêtait sur la mort soudaine d'une figure de l'industrie de l'armement qui aidait les procureurs à enquêter sur une vente d'armes aux États-Unis et sur une explosion qui a tué 26 personnes. Des images télévisées ont montré l'homme d'affaires, la tête couverte de sang, etc., etc. Il était à la chasse, en gros, ils l'ont trouvé mort. Sa voiture tout-terrain se trouvait à proximité et semblait endommagée. Trebitska a participé au reconditionnement des munitions chinoises vieillissantes qui étaient vendues depuis l'Albanie à AEI Incorporated, une entreprise américaine chargée par le Pentagone d'approvisionner l'armée afghane. Donc, en Albanie, il y avait un truc qui prenait des armes, vieilles armes chinoises, qui les reconditionnait pour les envoyer en Afghanistan. OK? Et armer l'armée afghane.
supprimer le numéro de série. C'est ça. Oui, ils mettent une nouvelle étiquette et c'est parti, ça devient une arme légale. C'est même pas ça. Enfin, oui, ça a un rapport avec la légalité des armes, mais c'est. Alors, ce mec-là, il s'est transformé en lanceur d'alerte après que le ministre albanais de la Défense l'a écarté du contrat et a nommé une autre société à sa place. Donc, quand ce mec-là, il a perdu son job, il a commencé à prévenir de ce qui est en train d'arriver. C'est dans l'usine de cette deuxième société, située à Gardez, près de Tirana, que 26 personnes ont été tuées dans l'explosion d'obus d'artillerie en mars. Et le mec qui était à côté, il chassait... Attends, on est d'accord que le mec, c'est dans cette explosion-là, Trebitska... Non, il n'est pas mort dans... Non. Il a été tué plus tard, parce qu'il était témoin gênant. D'accord, ok. Non, c'est un témoin gênant. En fait, c'était pas clair dans ma tête, donc c'est plus clair. Voilà. Donc, en gros, il a travaillé pour l'usine et quand l'État a changé le contrat, il l'a donné avec à une autre compagnie, lui, il s'est mis en mode lanceur d'alerte parce qu'il a senti, il y a un truc qui ne va pas. Et peu de temps après, l'usine a explosé. Écoute maintenant comment l'affaire devient bordélique. Trebitska devait être le témoin clé de l'enquête albanaise sur cette affaire. Fatmir Mediu, l'ancien ministre albanais de la Défense, a été accusé d'abus de pouvoir dans le cadre de cette tragédie, parce qu'il a tiré sur beaucoup de ficelles, tu vois. Il faisait partie des 29 personnes inculpées, mais son affaire a été classée en 2009 en raison de son immunité diplomatique. Donc, le mec, il est ministre de l'Intérieur et c'est parce qu'il a l'immunité diplomatique, l'immunité diplomatique, qu'il n'a pas été jugé, en fait. Donc, c'est pas qu'il est innocent, le mec. C'est qu'il n'a pas pu être jugé. Tu vois le truc? Et c'est le ministre de la Défense albanais. Alors, pourquoi tout ça, c'est important? Maintenant, en 2021, la justice albanaise a décidé de rouvrir le dossier et ce mec-là, il est jugé. En résumé, les États-Unis avaient un contrat avec une entreprise américaine, donc AEI Incorporated, sous contrat avec le Pentagone. Donc le Pentagone et l'Albanie travaillaient ensemble, ok? Pour reconditionner des armes et les envoyer en Afghanistan. Donc, et c'est en Albanie, genre un des endroits les plus corrompus en Europe, qu'ils ont décidé de faire ça. Là où le détournement est super facile, tu vois. Je veux dire, déjà ça, mais en plus, je veux dire, emmener de la Chine en Albanie pour renvoyer en Afghanistan, tu vois. 3000 tonnes de munitions, donc c'est quand même. Je veux dire, non, 3000, c'est ce qui restait. 3000, c'est ce qui restait. C'est vrai, d'accord. Ouais, après que. Avant l'explosion, il y avait plus. Ouais. Donc, je recommence. En résumé, les États-Unis avaient un contrat avec une entreprise américaine qui était elle-même sous contrat avec le Pentagone pour reconditionner des armes et les envoyer en Afghanistan. Cela dit, selon Trebitska et d'autres rumeurs, cette usine était utilisée entre autres pour supprimer le numéro de série des armes avant leur expédition en Afghanistan ou ailleurs. Cela veut dire que les armes qui sortaient de cette usine ne pouvaient plus être tracées. Et qui recevait ces armes en Afghanistan? Ont-ils détruit l'usine pour cacher des preuves? L'assassinat de ce lanceur d'alerte devrait attirer l'attention de tout le monde car cette histoire décrit un des outils que la CIA utilise pour mener ses opérations secrètes. Et donc, je vais vous envoyer directement à l'épisode 8 et à l'épisode 9 de la série Révélation. On a parlé de comment la CIA se permet tranquillement d'entrer dans des pays et faire leurs affaires pour mener à bien leurs missions secrètes. Et ils sont pleinement couverts par le gouvernement américain sous déni plausible. C'est-à-dire, si jamais la CIA se fait choper, le gouvernement américain, il dit sous déni plausible... Voilà, en plus, il faut voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est avec toi qu'on en parlait, Nico, il n'y a pas longtemps, je crois. C'est qu'en gros, en Afghanistan, tu as une bande de fanatiques extrémisés qui sont dans le désert avec 4 chameaux et une gourde, quoi. Bon, ces gens-là, ils font peur à personne et ils font rien, tu vois. Ces gens-là, bon, bah voilà, ils sont extrémistes, mais ils sont dans leur coin, ils ont aucun pouvoir, absolument. Tu donnes à ces gens-là des milliards et 300 000 tonnes, enfin 3000 tonnes de munitions, et d'un coup, ça devient une de ces armées qui te déclenche des conflits, qui va te faire des opérations terroristes de grande envergure. On va pas parler du 11 septembre parce que voilà, c'est tellement c'est tellement le bordel sur 11 septembre que voilà. Mais voilà, c'est comme ça qu'on déclenche les guerres et qu'on te fait des conflits incessants dans un pays en plus, l'Afghanistan,
patrie du pavot quand même. Donc trafic d'héroïne en masse, comme on en parlait. Non mais il y a une ou deux émissions. Parce que ça c'est. Ouais. Oui, Nico, vas-y. Non, mais vas-y, finis après, je dirais. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, là, on parle juste du cas d'envoyer les armes en Afghanistan, mais moi, ce que je vous dis là, c'est que, vous savez, toutes ces armes que l'Occident envoie dans les pays en guerre, c'était pas que des munitions chinoises, c'était des armes qui venaient de partout, elles étaient emmenées en Albanie, on supprimait le numéro de série et ils pouvaient le vendre au marché noir, pour beaucoup plus d'argent. Et souvent, la plupart du temps, ça partait pour armer les terroristes. Vous pensez que ceux qui ont mené les attentats du 7 octobre en Israël ou ceux qui ont fait la chute de Bachar al-Assad en Syrie ou tous ceux qui font des magouilles, tu sais, des attentats terroristes, même la fusillade à Paris. La fusillade à Paris, c'était avec des armes qui venaient probablement de l'Albanie et qui venaient même probablement de cette usine-là. Tu sais, le chaos dans les cités, là, on pense au quartier nord de Marseille et des choses comme ça, où les mecs, les gangs, là, ils se baladent avec des armes de guerre. À un moment donné, ils n'ont pas construit ces armes de guerre. Il y a bien quelqu'un qui leur a vendu. Donc, tu sais pourquoi c'est devenu dans la mode les Kalash, d'où venaient les Kalash qui ont armé les quartiers sensibles en France? Les stocks soviétiques. De cette usine-là. Les stocks de l'Albanie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en Albanie, c'est qu'il y a eu la fin de la dictature en 91, qui était très influencée par la CIA, cette chute de la dictature. Maintenant que j'y pense, tu sais, avec tout ce qu'on a fait ici, nous, on avait la voix des États-Unis à la radio, on avait des chansons un peu comme ci, comme ça, il y avait des représentants, bref, il y avait des choses où tu sentais que c'est la fin. Et tu as la révolution en 91, et après, il y a soi-disant la démocratie. Et 6 ans plus tard, il y a l'effondrement de tout. C'est-à-dire, il y a une histoire avec des banques pyramidales qui a vidé le pays de son argent. Ils ont vraiment pris l'argent de tout le monde. Et l'État a fait faillite, le pays a fait faillite. C'était la guerre civile. Et dans cette guerre civile, la population qui crevait la dalle, apparemment, ils ont eu l'idée d'aller vider les dépôts de l'armée. Ce qu'ils disaient les médias. Quelques mois plus tard, il y avait la guerre au Kosovo qui commençait et les soldats kosovars étaient armés de ces armes-là. Donc, ça veut dire que toute cette histoire d'effondrement d'Albanie, etc., c'était organisé pour vider les dépôts, aller armer les soldats en Kosovo pour déstabiliser la zone là-bas et provoquer un conflit avec la Serbie. Tu vois? Et après, toutes ces armes-là, elles sont... Un conflit de proxy entre le bloc soviétique et le bloc américain, en fait. Exactement. C'est le point important, quoi. Exactement. Voilà. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que toutes ces armes, après, ils les détruisent pas forcément. Ils les ont encore ramenées en Albanie, ils ont viré les numéros de série, les trucs, etc. Et hop, ils les ont exportés un peu partout, en fait. Au nom des Américains, c'est le Pentagone qui passait les commandes. Le gouvernement albanais recevait des valises de cash et ils fermaient leur gueule et ils participaient à ça jusqu'à ce que ça explose. Et que là, tout d'un coup, tout le monde s'est posé la question. Et même dans Reuters, il te dit, en fait, c'est le Pentagone qui était en Albanie. Mais qu'est-ce qu'il foutait là-bas, le Pentagone? Est-ce que alors, attends, pourquoi les armes. Question. Pourquoi c'est un problème? Oui, vas-y. Non, je veux dire, cette grosse explosion, moi, la question que je me pose, c'est, on parle du plan de l'Alliance, les Patriotes. Bon, ça fait depuis 2017 qu'ils sont publics, un petit peu avec les postes de Q et tout ça. Mais bon, clairement, c'est une opération qui date de plus longtemps que ça. Est-ce qu'il est possible que là, je pense que c'était un accident. Détruite? Tu penses que c'était un accident? Je pense que c'était même pas un accident. En fait, elle a été détruite, mais il a dit, ils avaient un contrat pour faire ça. Tu vois, le lanceur d'alerte albanais. Et ils ont changé le contrat avec une nouvelle entreprise et c'est à ce moment-là que ça a explosé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose, il y a eu une rupture de contrat, il y a eu quelque chose où ils ont voulu juste changer, aller le faire ailleurs. Ils ont voulu peut-être le faire à Beyrouth, je ne sais pas. Ils ont voulu le faire ailleurs parce qu'à Beyrouth, avec cette énorme explosion, c'est l'explosion la plus puissante non nucléaire qu'on a pu témoigner.
Et en fait, cette explosion, quand même, tu vois, on ne sait pas de quoi ça s'est fait exactement. Mais en tout cas, ça avait une nature similaire. Et après, moi, je pense à toutes les armes qui sont envoyées en Ukraine pour aider Zelensky et qui ne sont pas arrivées aux soldats ukrainiens. Où sont allées toutes ces armes? Qui a été armé? Parce qu'il y a un paquet d'armes qui a été envoyé là-bas. Où sont maintenant ces armes? Il y a une hypothèse aussi qu'on peut voir en compte, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là, avec le camion de manteau, c'est de Coca-Cola là, qui... Peut-être c'est ça, il s'est passé, tu sais pas. Peut-être. Bon, j'essaie de dire par là, c'est que... d'essayer de tirer quelque chose. Moi, j'ai envie de dire que voilà, ça c'est une histoire qui s'est répétée dans tout l'ancien bloc soviétique, c'est-à-dire que la destruction économique a permis à ce que les anciens militaires qui n'étaient même plus payés, etc., ils ouvraient les stocks comme ça, même les généraux et compagnie, et ils signaient des contrats complètement illégaux pour que les armées récupèrent. Et c'est le point culture, oui, c'est le point culture. Il y a un film qui parle exactement de cette histoire-là que tu racontes ici. C'est le film qui s'appelle War Dogs. Je l'ai envoyé dans notre War groupe. War Dogs. Oui, bien sûr. War Dogs. Et il parle exactement de cette affaire de l'envoi des armes aux Afghans. Et justement, comment on a monté cette faute entreprise et comment on sous-traitait pour le Pentagone. Et en fait, Pentagone, il faisait sous-traiter des toutes petites entreprises, en fait, pour que les choses soient pas visibles. Juste de toutes petites choses. Ça. Et pour ceux qui l'ont pas vu le film, par curiosité, vous pouvez le voir. Franchement, ça nous apprend pas mal de choses sur le fonctionnement de ces gros bordels, quoi. Ouais, et comment s'appelle l'autre avec Nicolas Cage aussi? Lord of War. Et ça, c'est un film sur un gars dont on a parlé, Victor Bout, qui était vraiment, qui a vraiment existé et comment il a fait tout un business, vu qu'il était ukrainien à partir des États-Unis. Il était d'origine ukrainienne, comment il est retourné en Ukraine pour exactement de la même façon récupérer les anciennes armes soviétiques qui sont restées après la chute de l'URSS. C'est un schéma répétitif. Oui, et regarde maintenant le parallèle. Parce que ces armes, elles sont vendues avec des numéros de série supprimés qui sont utilisés par des attentats terroristes. Et regardez l'explosion du terrorisme international depuis l'arrivée de ces magouilles-là. Donc, ce qui est clair, c'est que c'est des gens derrière l'Occident, c'est le complexe militaire-industriel, encore une fois, qui se trouvent derrière la montée du terrorisme. C'est eux qui les équipent, c'est eux qui les arment. Et c'est même pas ils les arment pour faire de l'argent, c'est même pas pour l'argent l'histoire, parce que ce sont des vieilles armes de merde qui tirent pas droit. Je veux dire, celui qui les achète, elles sont revendues, hein. Elles sont revendues quand même. Hein. Quand tu achètes 10 tonnes de munitions, de Kalash ou des choses comme ça, c'est peut-être des vieux trucs, mais il y a quelqu'un qui se fait des millions dans le processus, quoi. C'est pas cadeau parce que c'est ça. Mais eux, ils sont plus en millions près, si tu veux. Donc, moi, je pense qu'il y a autre chose derrière. Et c'est pour mener à bien les opérations de la CIA. Parce que c'est pour ça que je vous renvoie aux épisodes 8 et 9 de la série des Révélations qui sont vraiment pertinentes. Si vous regardez ces 2 épisodes, vous prenez cette nouvelle en compte et vous réfléchissez ensuite à propos des armes qui ont été envoyées en Ukraine, etc. Ou les armes qui sont restées en Afghanistan, les gars. Vous vous rappelez de cette histoire? Les soldats américains qui ont tout laissé là-bas. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a un truc qui se passe. Ces armes-là, on ne les a pas encore vues. Et tant qu'on ne les a pas vues, on peut me parler de paix tant qu'on veut. Hein. Moi, tant que je n'ai pas trouvé ces armes quelque part, tu vois, je crois pas à la paix, je ne crois pas qu'on me parle de paix. Plutôt, je devrais dire. Quand quelqu'un vient me parler de paix, blabla, paix partout, et puis on va faire la paix, et puis contrat de paix, machin, ouais, ok. Où sont passées ces armes? Donne-moi ces armes, élimine-les de la circulation, après je te ferai confiance. Tant que... après, comme tu dis, l'explosion de Beyrouth, on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors, c'est certainement pas l'intégralité de tout ça, mais il est possible que ce soit une partie du stock qui... De la livraison. Peut-être, Rudy, si un BEP... j'ai rien pour l'avancer. Si un BEP, un mécanicien auto et autodidacte, ingénieur de son, guitariste, peut comprendre ce genre de choses, ce genre de magouilles, on est d'accord qu'il y en a plein d'autres beaucoup plus intelligents et puissants que moi qui l'ont compris aussi et qui demandent des comptes, eux.
Tu vois, donc si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé à Beyrouth? On peut pas laisser cette question-là sur des spéculations. Donc, moi, encore une fois, je veux bien parler de paix, etc., mais je peux pas prendre les conversations de paix en sérieux tant que je vois cette cumulation d'armes illégales en train de quitter l'Occident pour aller quelque part. On ne sait pas où. Tu vois, c'est peut-être, je sais pas, j'ai même pas envie de donner parce que je sais vraiment pas. Je sais pas. Je pense que ça part dans le terrorisme, parce que je pense que il va avoir un rôle avec le terrorisme international à un moment donné qui va prendre place. Macron, je me rappelle de son discours, il avait dit que ça soit le Covid ou le terrorisme, la pandémie ou le terrorisme, alors qu'il n'y avait pas de problème de terrorisme à l'époque, il va gérer ça, tu vois. Donc, la pandémie, elle est passée. Maintenant, voilà. Je sais pas. En tout cas, moi, j'aimerais bien, si quelqu'un écoute, de creuser cette histoire-là plus loin, parce que... Oui. Voilà. Ce qui m'étonne quand même, un des points qu'on peut dire, c'est qu'elle a... J'y vais, Nicolas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On est d'accord que sur la guerre en Ukraine, il y avait des enjeux qui étaient majeurs. La survie du Deep State dépendait de la victoire en Ukraine. Or, ce qui ressortait, c'était que les pauvres soldats ukrainiens, ils étaient envoyés sur le front et ils n'avaient même pas un cure-dent pour se défendre la plupart du temps. Pourquoi ils n'avaient pas... est-ce que, logiquement, si ces armes étaient toujours sous le contrôle de Deep State, il n'y en aurait pas une grosse partie qui aurait été détournée pour armer les Ukrainiens jusqu'aux dents, pour faire le plus de dégâts possible dans les rangs russes. Or, c'est pas ça qu'on a constaté. Donc, voilà, je le mentionne. Voilà, dites-moi si vous en pensez. Oui, c'est parce que tu omets, en fait, c'est-à-dire que la corruption des intermédiaires. C'est une pyramide de corruption. Et dans cette pyramide de corruption, tout ce qui traverse cette pyramide, d'accord? Cette pyramide de corruption, à chaque étage, il y a tout le monde qui essaie de se sucrer. Et c'est pour ça que même en interne, sa structure, elle est faible justement par la corruption des composants de cette pyramide. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu te sucres, à un moment donné, tu as une Kalachnikov et tu la détournes, tu la vends, tu la magouilles pour te faire un billet derrière, il reste quand même une Kalachnikov en jeu. Ce que je veux dire, c'est que ces armes, même si, tout à fait ce que tu as dit, les armes existent toujours, elles sont pas transformées en quelque chose d'autre, tu vois. Et le fait est que des munitions, c'était principalement ce qui manquait sur le front ukrainien. Et oui. Qu'est-ce qu'on a eu juste un peu plus tard? On a eu l'ancien terroriste d'Al-Qaïda qui a réussi à renverser Bachar al-Assad, prendre le pouvoir, et maintenant il vient serrer la main de Macron à l'Élysée. Sans se battre en fait. Ce que je veux dire, c'est que non. Là, sans se battre, c'est ce qu'il disait par là. Hein, il y a eu quand même des morts sur la route. Ils ont dû tirer. Ouais, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste toujours un truc très très bizarre, cette histoire de prise de la Syrie, puisque effectivement, vraisemblablement, jusqu'aux dernières nouvelles, l'armée syrienne a juste pas réagi. Ils ont dit c'est bon, on baisse les armes. Attention, il se rapproche, le purée, il est scorpion là. Et voilà, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation, moi, qui me font comprendre que je suis loin d'avoir tout compris dans cette situation. Donc voilà. Moi, je voulais juste parler de cette question d'armes et que je n'ai pas la réponse exacte parce que si moi je pouvais l'avoir, ces gens-là devraient déjà être en prison. Donc, je pense que ça mérite de creuser un peu plus. Mais encore une fois, l'épisode 8 et 9 de la série Révélation donne beaucoup de réponses. Après, pour revenir au sujet de tout à l'heure, on vient de me dire à l'oreillette, merci à notre assistante directe apparemment, d'après Grok, le 11 septembre 2001, James Comey était procureur fédéral pour le district sud de New York. C'est pratique. C'est pratique parce qu'après il devait enquêter en fait sur pas mal de choses, sur les contrats de comment il s'appelle, Goldstein. C'était ça son nom? Non, Silverstein, je crois. Silverstein. Larry Silverstein, je crois que c'est comme ça. Ouais, là, sur les contrats de Larry United States Attorney pour le district sud de New York States. United States Attorney. C'est bizarre parce que oui. Ok. Et en 2022, il est devenu attorney général, c'est ça. Donc il est monté en rang, mais à ce moment-là, il était un cran en dessous. Ok. D'accord. Voilà. Donc ouais. En tout cas, là où je te rejoins, Léo, c'est que c'est extrêmement inquiétant, ces choses-là, même si on a loin d'avoir toutes les réponses. C'est inquiétant, oui et non. Ça aurait été inquiétant si on était incapable de les voir. Maintenant qu'on les voit, ça veut dire qu'automatiquement, si on peut en parler comme ça sur Internet, ça veut dire que ces opérations ne peuvent plus être menées.
Tu vois ce que je veux dire? C'est que les opérations secrètes de la CIA ont du mal à rester secrètes, en fait, tu vois. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup Il faudrait juste qu'on partage cette information, que d'autres personnes la lisent. Et je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette histoire en Albanie et qui, maintenant, ils vont pouvoir faire les liens dans leur tête, tu vois.